Ok, donc c'est parti pour à peu près allez, 3/4 d'heure et 1/4 d'heure de questions, s'il y en a. On va parler donc d'une directive qui s'appelle NIS 2. Peut-être que certains la connaissent un peu, moyennement, voire déjà peut-être beaucoup. Cette directive NIS 2, on va notamment voir comment les solutions HashiCorp, ici nommées Vault, Boundary et Consul, là aussi pour ceux qui les connaissent, on y reviendra, vont pouvoir aider notamment justement à être compliant avec NIS 2. Alors quand on dit vont aider, hein, voilà, ça va couvrir une partie de la compliance, évidemment. C'est pas suffisant pour couvrir toute l'étendue des requirements, des prérequis qui sont demandés. Donc cette présentation, effectivement, je suis très content de vous la faire aujourd'hui. Là, on voit en bas de la slide, effectivement, elle tourne depuis le mois de mai, hein, donc j'ai commencé à faire des choses dans différents talks, différentes interventions pour parler de ça. Donc je suis architecte solution, comme l'a dit tout à l'heure Louis, chez Capgemini Engineering. À côté de ça, donc effectivement, j'ai l'habitude d'intervenir dans différentes conférences ou différents événements avec une double casquette. La première, Microsoft MVP, hein, sur la partie Azure depuis 9 ans maintenant. Et puis tout récemment aussi ambassadeur HashiCorp, voilà, qui de leur côté aussi voilà, reconnaissent l'expertise et les contributions des leaders techniques chez eux. Alors, quand on parle de cyber aujourd'hui, évidemment, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que en 2023, on a ce type de profil en termes de cyberattaque, hein, qui est affiché ici. Ça va en augmentant, effectivement, c'est plus qu'en 2022. En 2024, ça sera plus qu'en 2023. Donc en fait, la cybermenace est en constante croissance et en constante évolution. On voit typiquement sur ce schéma, sur ce graphique, qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont ciblés. Il n'y a pas que les grands groupes, il y a aussi les administrations publiques, les hôpitaux, même les micro-entreprises. Tout le monde est concerné. Donc évidemment, face à ce constat, on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises tout le temps. Donc aujourd'hui, parmi ces mesures, on va parler de NIS 2. Donc on va d'abord commencer par remettre un peu NIS dans le contexte, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, qui est à l'origine de ça? Quand on parle de NIS 2, c'est que probablement il y a eu du NIS 1. Oui, je vous le confirme, effectivement. Et donc NIS 2, ça amène des améliorations. On verra lesquelles, on verra qui sont les acteurs qui sont affectés par cette directive NIS 2. On parlera de gouvernance, c'est un point très important justement amené par cette nouvelle directive. Et puis petit à petit, on viendra en fait se recentrer sur le Zero Trust. On verra en quoi donc cette approche qui est connue aujourd'hui, hein, c'est pas quelque chose qu'on a inventé parce que NIS 2 est apparu. Zero Trust, c'est déjà quelque chose de mis en pratique par certaines organisations. Mais on verra ici que c'est important justement dans le cadre de NIS 2 d'avoir ce type de pratique. On verra à quel point aussi l'identité, hein, est très importante quand on parle de Zero Trust. On verra ensuite un exemple d'architecture sur Azure avec justement les solutions HashiCorp dont je vous ai parlé. Et on terminera par rappeler justement quels sont les bénéfices, bien évidemment, amenés par ça. Alors Nice, alors pas la ville où vous êtes allé peut-être en vacances cet été. Nice, c'est Network Information Security. Hein, quand on parle de NIS 1 ou de NIS 2, voilà ce que ça veut dire derrière. La directive Nice, au sens général, c'est vraiment en fait ce qui permet finalement de définir les requirements pour justement avoir une cyber qui est en fait régulée au niveau européen. Voilà, l'idée en fait, c'est pas que chaque pays membre fasse un peu ce qu'il veut en termes de loi, en termes de pratique. Le but, c'est d'avoir en fait une Nice, ça va être un chapeau qui va être justement porté par l'Union européenne, et c'est d'arriver en fait à harmoniser donc toutes ces mesures, hein, qu'il faut prendre pour être protégé en termes de cybersécurité. Donc voilà ce que ça va amener, ce type de directive.
Donc, si on reprend l'histoire, je vous ai dit, donc s'il y a eu Nice 2, c'est qu'il y a eu Nice 1. Nice 1, ça a commencé en 2016. Donc, encore une fois, là, je le redis, hein, c'est une directive vraiment adoptée au niveau de l'Europe. Donc, ça a été ici décidé donc avec le Parlement européen. Et donc, voilà, ça a été la première version de la directive. Alors, cette directive, bien sûr, on en a entendu parler, mais on va dire, ça n'a pas eu non plus peut-être l'effet souhaité, parce qu'en fait, on va le voir, il y avait des choses qui manquaient. Et c'est pour ça que justement, en 2020, donc la Commission européenne a dit on va proposer Nice 2. Et on verra justement après pourquoi Nice 2, qu'est-ce que ça amène justement par rapport à Nice 1. En 2023, bien Nice 2 entre en vigueur. Donc c'était l'année dernière, c'est tout récent. Et puis en 2024, même précisément ce mois-ci, en octobre, on a une deadline très importante puisqu'en fait, les membres de l'Union européenne doivent transposer les mesures Nice 2 dans la loi nationale. Donc par exemple, ici en France, l'ANSSI va être le porteur justement de cette transposition, un des acteurs majeurs de cette transposition, va donc devoir justement transposer la loi européenne dans la loi française. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Il faut d'abord avoir voilà, une entrée en vigueur de la loi comment dire, au niveau européen, et ensuite chaque pays membre va devoir le décliner localement pour dicter en fait ce qui doit être fait. Ensuite, on va avoir plusieurs deadlines importantes, donc à partir de 2025 notamment. En 2025 notamment, les États membres devront fournir une liste d'entités importantes et essentielles. Alors on reviendra sur ces deux mots, justement, ils sont majeurs ici, essentielles, importantes. Quand on parle d'entités dans Nice 2, il y a deux catégories, il y a les catégories essentielles et importantes, on les redéfinira juste après. Alors Nice 2, par rapport à Nice 1, qu'est-ce que ça amène? Bon, plusieurs choses. La première, justement, c'est qu'on a étendu le périmètre, on a étendu l'application à beaucoup plus d'acteurs que dans la version 1. Voilà, c'est là où justement Nice 1 n'a pas forcément bien fonctionné, parce que c'était restreint un nombre d'acteurs très, très faible. Et donc là, si on veut vraiment avoir cette harmonisation et cette cybersécurité à un niveau beaucoup plus global, il fallait étendre les acteurs concernés. Il y a aussi des notions de management du risque et du reporting d'incidents. Donc dans Nice 2, en fait, il y a pas mal d'articles qui introduisent justement de manière obligatoire la gestion du risque et certaines obligations quant au reporting d'incidents, évidemment pour les entités qui sont concernées. Si vous ne l'êtes pas, ça ne vous concerne pas. Il y a aussi un durcissement au niveau des amendes. Évidemment, ceux qui ne seront pas donc, compliant avec Nice 2, il y aura des amendes. Je vous dirai les montants juste après, donc c'est assez élevé, vous pourrez le constater. Et puis évidemment, au milieu de tout ça, comme on est dans la communauté européenne, l'Union européenne, en fait, Nice 2 encourage fortement aussi la collaboration et la diffusion des bonnes pratiques justement de cyber au sein de cette directive. Alors les secteurs justement, les voici. Alors vous voyez, d'un côté on a les secteurs essentiels à gauche, et on a de l'autre côté à droite les secteurs importants. Alors, marqué d'une croix blanche sur une pastille rouge, on a tous les secteurs justement qui ont été rajoutés par Nice 2. Donc aujourd'hui, ça concerne environ tout ça 600 types d'entités. Donc c'est pour vous dire que ça concerne énormément d'acteurs et de secteurs. Alors on le voit par exemple avec Nice 1, ici il y avait déjà évidemment des acteurs qui étaient concernés comme les transports, mais il y a plein d'autres qui n'y étaient pas. Donc par exemple le spatial n'était pas concerné, l'administration publique n'était pas concernée, certains services donc ici importants comme les services postaux, etc., la gestion des déchets n'étaient pas concernés. Donc il y avait plein de choses, et aussi dans l'industrie, on le voit ici, plein de secteurs qui n'étaient pas concernés. Et donc évidemment, quand on revient un petit peu à la première slide tout à l'heure, donc avec ce graphique qui montre que tous les secteurs sont impactés, on se rend bien compte que Nice 1, finalement, n'est plus suffisant d'aujourd'hui, qu'il fallait évidemment prendre des mesures au regard de ce qui se passe. Et bien Nice 2, justement, va permettre, en couvrant plus d'acteurs, d'amener justement des solutions pour être mieux préparés. Alors ensuite,
Bon, je ne vais pas vous faire tous les articles, il y en a quand même pas mal, vous pourrez les consulter, hein, tout ça c'est en accès public. Il y a quand même voilà, des points très importants, notamment qui distinguent Nice 2 de Nice 1. Un premier point, c'est sur la gouvernance. Donc ça, c'est des notions qu'on retrouve dans l'article 20. Donc ici, je ne vous demande pas de lire et de comprendre ce qu'il y a dessus, c'est juste pour vous citer l'article. Simplement, ce qu'il faut voir ici, c'est que quand on parle de gouvernance, c'est que Nice 2, en fait, met l'accent sur la responsabilisation, justement, de l'exécutif dans les organisations, dans les entreprises. Avant, l'exécutif, donc les boss, disait finalement au département cyber, bah, alors je vulgarise un petit peu, mais je simplifie, faites ce que vous pouvez. Voilà. Et quand on s'en dit, bah, si vous pouvez faire, vous faites, si vous ne pouvez pas, de toute façon, voilà. Et c'est là où justement, il y avait une petite carence dans Nice 1, c'est que dans Nice 2, on dit non. Là, cette fois-ci, donc les instances exécutives doivent prendre vraiment les choses d'en haut et faire appliquer ça. Donc en fait, on les responsabilise aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se détourner de la directive de Nice 2. Ils sont responsables, justement, ils doivent être conscients des risques cyber et ils doivent en fait faire en sorte de mettre en application les mesures qui sont demandées. Pourquoi ils doivent le faire? Bah, bien sûr, pour pouvoir être mieux protégés, mais aussi parce qu'on l'a dit, s'ils ne le font pas, il y aura des amendes. Et aujourd'hui, en fait, le deal, il est simple. C'est que vous avez le choix entre ne rien faire, et donc aujourd'hui, si vous ne faites pas, bah, c'est une amende, alors on va dire le montant, c'est entre, pour donner des chiffres un peu globaux, c'est entre 1,7 et 2% du chiffre d'affaires mondial. Alors pourquoi ce truc-là, pourquoi ce chiffre-là? C'est grosso modo, d'après certaines études, on a estimé que quand il y avait par exemple des attaques de type ransomware, souvent les pirates demandaient effectivement des montants qui étaient estimés aux alentours de ce que je viens de vous donner comme tranche, entre 1,7 et 2% de chiffre d'affaires. Bon. Donc là, on reprend ces chiffres-là, on va dire dans le cadre des amendes. Donc ça, c'est première solution. Faites rien et vous allez payer une amende. Si vous faites rien, vous allez aussi probablement, un de ces jours, vous ramasser une attaque. Et donc là, on l'a dit, bah, les dommages, les pertes en termes de chiffre d'affaires, les pertes financières peuvent être conséquentes. Donc ransomware, on vient juste de citer, on va vous demander de payer des rançons. Mais si après, voilà, c'est par exemple votre business qui s'écroule parce que tout votre système, il est en vrac, évidemment, pendant ce temps-là, vous ne faites pas de business et donc c'est une perte sèche en termes de chiffre d'affaires. Sinon, troisième solution, en tant que patron, vous faites quelque chose. Donc là, évidemment, vous allez investir pour justement vous doter de moyens, vous doter de ressources, d'expertise, de partenaires, etc. Et voilà. Donc après, autant vous dire qu'une fois que c'est dit, entre ne pas payer et se prendre une amende, ou se prendre une attaque et payer pour avoir quelque chose qui est aux normes et qui en plus garantit que votre activité d'un point de vue cyber est sécurisée, je veux dire globalement, là je pense que le choix chez certains, il va être assez simple. Voilà, autre article intéressant, c'est l'article 21 où justement on parle des mesures qu'il faut prendre en termes de gestion des risques. Alors il y en a ici une série qui est listée de A jusqu'à J. Donc là, par exemple, on voit que là-dedans, notamment dans les pratiques qu'on retrouve, alors oui, il y a comment dire, la continuité business avec effectivement la reprise d'activité suite à des dommages. Il y a la sécurisation de toute la supply chain, donc ça veut dire effectivement, il faut sécuriser déjà ce qu'on fait, mais aussi il faut avoir sécurisé les relations avec les entités, les partenaires avec qui on travaille. Et puis, en gras ici, il y a tout un tas de pratiques qui sont demandées, donc grosso modo, où on demande effectivement d'avoir donc des pratiques extrêmement durcies sur la cyber, notamment regard du réseau, regard des autorisations, des authentifications, la gestion des accès, mettre des contrôles, faire de l'audit, etc.
et mettre en place évidemment des solutions que vous connaissez certainement tous, comme les MFA et tout ça, qui permettent justement de renforcer aussi toute la partie identitaire lorsqu'on se connecte au réseau de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on voit déjà chez certains. On ne peut pas dire que personne ne fait ça. Mais aujourd'hui, en fait, NIS 2 va remettre un cadre autour de tout ça. Et justement, l'idée pour les entreprises, ça sera de voir ce qui est déjà mis en place ou ce qui ne l'est pas, et puis justement de faire de caractériser le gap pour justement faire en sorte de se mettre compliance avec NIS 2 pour justement les années qui viennent. Alors, on voit qu'ici, d'après ce que je viens de dire, le Zero Trust, justement, c'est un requirement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est déjà connu, c'est qu'il y a déjà énormément de ressources et de solutions pour permettre de mettre en place des architectures Zero Trust. Et donc, évidemment, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, comment on va faire. Simplement, ce qu'il faut comprendre pour simplifier un petit peu la lecture de tout ce qui est autour de la cyber en termes de gestion des risques. Zero Trust, ça va être un des ingrédients justement pour être compliance avec NIS 2. Mais ce n'est pas le seul. Encore une fois, il y a pas mal de choses. Nous, on va se concentrer sur ça. Donc, l'idée de Zero Trust, c'est de jamais faire confiance et de vérifier tout le temps. Donc, à chaque fois qu'il y a une communication, il faut vérifier tout le temps. Ça va être aussi une façon de segmenter, de micro-segmenter le réseau. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un réseau assez large où, évidemment, voilà, tous les assets à l'intérieur, une fois qu'un asset parfois est corrompu par une cyberattaque, en fait, on peut aller atteindre d'autres parties du réseau assez facilement. Avec la micro-segmentation, justement, on va compartimenter, on va cloisonner. Et puis, si jamais il y a une partie un de ces compartiments qui est corrompu, ça va être beaucoup plus difficile d'accéder aux autres compartiments parce que justement, il y a cette micro-segmentation. Donc ça, c'est très important de comprendre. Voilà, la micro-segmentation, ça permet comme ça un petit peu s'il y a une partie qui est corrompue, on va pouvoir mettre en quarantaine et cette partie-là, et les autres parties du réseau ne seront pas touchées. On va appliquer des principes aussi d'accès avec le minimum de privilèges. Donc ça, c'est pareil, des pratiques qui sont assez connues, mais qui vont être ici essentielles. Évidemment, le monitoring continu. Donc là, l'idée, c'est aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose, évidemment. Même si on fait ça, il peut toujours y avoir des failles. Le but, c'est d'analyser, de regarder le trafic, de surveiller les logs. Et puis, grâce maintenant, notamment, à des outils très avancés qui mettent en œuvre notamment de l'intelligence artificielle, on va être capable d'analyser ces activités et puis de voir lesquelles, par exemple, ont des profils anormaux. Et donc se dire, tiens, là, c'est bizarre, le trafic, il se passe quelque chose. Et donc, comme ça, on va pouvoir assez rapidement vérifier ou non si c'est anormal. Et si c'est anormal, on va pouvoir prendre des mesures rapidement. Et puis, le MFA, on en a parlé. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a tous sur nos ordinateurs de boulot, c'est le fait de pouvoir, par exemple, se connecter à la messagerie en passant justement par une vérification supplémentaire qui peut être un code sur le téléphone, qui peut être un accès biométrique, peu importe. L'idée, c'est de rajouter en fait une couche supplémentaire d'authentification et pas uniquement l'authentification classique sur user mot de passe qu'on pratiquait déjà depuis plusieurs années. Donc on l'a dit, MFA, SSO, Zero Trust. Dernier ingrédient aussi qui est important, il ne faut pas l'oublier, même si ici on ne va pas forcément en parler beaucoup, l'encryption. Très important, l'encryption des informations qui transitent et des informations qui sont au repos. Donc quand ça transite, c'est tout ce qui, par exemple, passe d'un point vers un autre. Il faut encrypter. Alors le plus souvent, voilà, c'est l'encryption SSL, par exemple. Et puis l'encryption au repos, c'est pareil. Quand vous avez des données, que ce soit des données vivantes qui sont dans des bases de données live ou des données qui sont archivées, eh bien, il faut que tout ça soit encrypté. Parce qu'évidemment, quand on parle de données, les données sont des cibles privilégiées pour les attaquants. Voilà. Donc là, on a parlé de base de données, mais pareil pour les fichiers. Là, dernièrement, j'ai écrit un article sur LinkedIn sur Git aussi. Les dépôts Git, dépôts de code source, vous savez. Ça, c'est super important, là aussi, de prendre des mesures pour les protéger. Parce qu'évidemment, un dépôt Git qui est attaqué et auquel un cyberpirate a accès, pour lui, c'est potentiellement une mine d'or. D'accord ? Donc, très, très important, tout ce qui est source de données, il faut être
absolument vigilant sur la manière dont on sécurise. Et la manière dont on sécurise, en fait, ça va être basé beaucoup, quand on parle de Zero Trust ou de NIS2, ça va être beaucoup basé sur la partie identitaire. Donc là, voilà, la partie identitaire, on a déjà parlé, donc on le rappelle ici à droite, de tout ce qui est lié autour du MFA et du SSO. Et puis justement, c'est là qu'intervient les solutions HashiCorp. Donc 3 solutions qui sont citées ici, Vault, Boundary et Consul. Donc Vault, ça va être une partie qui gère l'identité en fait d'utilisateur, d'humain ou de machine à une ressource. Et donc, je ne vais pas faire toute la liste ici, mais Vault permet tout un tas d'authentifications, qu'elles soient type LDAP, type Kubernetes, type base de données, authentification aussi dynamique, très très intéressante, le fait de, par exemple, de pouvoir accéder à une base de données en générant un credential dynamique sur une fenêtre de temps réduite, ce qui permet en fait à la fin de la session, par exemple, de révoquer l'accès et de ne pas laisser en fait des comptes utilisateurs dans une base de données en un certain nombre, on va dire, comptes qui pourraient, par exemple, être échangés, vous savez, dans des chats, dans des Teams, moi j'ai déjà vu, hein, est-ce que tu peux me redonner le mot de passe pour accéder à la base en dev? Allez hop, le collaborateur vous file le mot de passe dans Teams. Super, donc ça, il n'y a plus ça, par exemple, on peut faire des choses comme ça, donc faire des accès dynamiques, et donc ne plus avoir à gérer des comptes d'accès dans les bases de données, par exemple, entre autres. Boundary, ça va être quelque chose qui va permettre en fait de réguler l'accès des humains aux machines. Donc par exemple, pardon, si je veux me connecter, que ce soit à une VM, à une base de données ou toute autre chose, Boundary, ce qui va être intéressant, c'est va permettre aussi de mettre en fait un genre de proxy, on va dire, qui permet en fait déjà de standardiser la manière dont on accède à toutes ces ressources. C'est-à-dire que vous avez une seule et même façon de faire pour accéder, que ce soit encore une fois VM, base de données ou autre, et surtout, voilà, avec une identité, hein, celle de, par exemple, qui est dans votre je sais pas, Active Directory ou peu importe, vous allez pouvoir comme ça accéder dynamiquement à différentes ressources. Donc il n'y a pas besoin là aussi de traîner des certificats un peu partout, tout ça, machin. Et voilà, et en fait, ça donne aussi un accès beaucoup plus granulaire. C'est-à-dire qu'en fonction des rôles en fait, que vous avez au niveau de votre profil, c'est pas parce que vous êtes dans le réseau que vous avez accès à tout. C'est un peu justement ce qui permet notamment de contrecarrer l'effet un peu pervers, entre guillemets, des VPN. C'est que le VPN, une fois que vous êtes dans le réseau, vous avez accès à pas mal de choses. Là, avec Boundary, justement, déjà, on peut se passer de VPN, et deuxièmement, on va être beaucoup plus granulaire sur le type de ressources auxquelles on accède. Consul, ça va gérer les accès machine to machine. Donc, par exemple, aujourd'hui, notamment, on déploie pas mal d'applications, par exemple, en architecture microservices. Enfin, pour donner cet exemple-là, les microservices, c'est pareil. Il faut imaginer que c'est pas forcément une bonne chose que chaque microservice puisse accéder à n'importe quel autre ou à n'importe quelle base de données qui peut se trouver autour. L'idée ici, c'est de faire, par exemple, ce qu'on appelle du service mesh. Donc, c'est de pouvoir en fait définir précisément quelle application ou quel service communique avec une autre ressource. Donc voilà, si vous avez l'accès qui vous est donné par Consul, ça passe. Si l'accès ne vous est pas donné, ça passe pas. Donc là, c'est pareil. On peut imaginer que si à un moment donné, il y a un de vos services, une de vos applications qui est corrompue, c'est pas pour autant qu'il pourra aller attaquer n'importe quoi. Parce que justement, il y aura encore le service mesh qui permettra de réguler ces accès. Donc là, par exemple, si on s'intéresse là tout de suite à une architecture Zero Trust, là ici, qu'on est en train de mettre en place dans le cloud Microsoft Azure, mais dites-vous bien que ça marcherait finalement n'importe quel cloud provider ou même on-premise, si vous êtes dans les murs de l'entreprise, à la maison, ce principe-là fonctionne. Donc là, ce qu'on retrouve typiquement, ici, puisqu'on est dans l'écosystème HashiCorp, on a par exemple ici notre plateforme cloud HashiCorp. Donc ça, HashiCorp Cloud Platform, pour ceux qui ne connaissent pas, ou HCP, c'est son petit nom. C'est une plateforme cloud qui est donc maintenue et proposée par HashiCorp. Donc là-dedans, une fois que vous êtes en fait connecté à cette plateforme, vous pouvez créer tout un tas de ressources basées évidemment sur les produits qu'il propose. Donc vous pouvez créer un cluster Boundary, vous pouvez créer un cluster Vault, un cluster Consul. Et pas que, hein, vous pouvez aussi faire tout ce qui est Terraform, donc avec HashiCloud Cloud Platform.
Et donc là, voilà, je suis tout simplement sur cette plateforme et j'ai 3 clusters, 3 produits que je viens de citer là juste avant. Et donc, je me trouve d'ailleurs dans une région Azure, qui est comment dire, l'Europe occidentale. Donc là, ici, ça va me servir à quoi? Dans un premier temps, j'ai mon cluster Boundary. Donc là, je vous l'ai dit, en fait, une fois qu'il est configuré comme il faut, il agit comme un proxy pour pouvoir ensuite accéder à différentes ressources qui sont au sein de mon réseau privé. Donc de l'autre côté, à droite, j'ai ma souscription Azure. J'ai un réseau privé, donc c'est-à-dire qu'ici, je n'ai rien qui est exposé publiquement. Hein. Tout passe par des endpoints privés. Et là, justement, j'ai un worker, Boundary, qui me permet justement d'accéder à ces endpoints privés. Donc, c'est-à-dire que ce worker, il est déployé dans mon réseau privé. Et en communiquant justement avec le contrôleur qui est côté HashiCorp Cloud Platform, je vais pouvoir comme ça, en fait, donner les accès ou non à différentes ressources. Donc là, ici, pour m'authentifier au niveau de Boundary, je vais utiliser en fait tout simplement, eh bien, par exemple ici, puisqu'on est encore une fois dans Azure, je vais utiliser mon Microsoft Entra ID. Mais encore une fois, si vous utilisez du Ping ID, du Auth0 ou autre chose pour faire du SSO et du MFA, ça marche. Hein, d'accord? Boundary n'est pas marié avec Microsoft Entra ID, ça marche avec différents providers. Donc ici, l'idée, c'est que je m'authentifie, et puis en fonction de qui je suis, si je suis un opérateur ou un développeur, je vais pouvoir m'authentifier. Et ensuite, par exemple, en fonction de la ressource, donc dans Boundary, on peut déclarer donc des cibles, des targets, qui sont en fait finalement toutes les ressources auxquelles je vais pouvoir me connecter avec mon profil. Donc là, typiquement, si je suis un développeur, je peux par exemple me connecter ici, donc complètement sur la droite, à une base SQL. Voilà. Alors ici, le jeu, là, que je vous disais, c'était intéressant, je vous en parlais juste à l'instant, c'est plutôt que d'avoir justement traditionnellement des comptes qui sont dans la base de données, par exemple pour un profil développeur ou pour un profil opérateur, eh bien, je vais pouvoir me passer de ça grâce à Boundary. Et ici, je vais pouvoir, par exemple, utiliser une communication entre Boundary et Vault. Et Vault, en fait, va me générer justement des credentials pour accéder à la base de données. Et ces credentials vont être limités dans le temps. Voilà, donc du coup, encore une fois, on n'a plus besoin de gérer des comptes dans la base. C'est en fait en activant un moteur de secret dans Vault pour les bases de données qui va pouvoir comme ça me générer quelque part un jeton, voilà, pour une certaine durée, je vais pouvoir me connecter avec ça. Donc ça, déjà, vous voyez bien qu'en termes de sécurité, ça renforce parce que on a moins de possibilités quelque part d'accéder à la base puisqu'il y a moins de comptes potentiellement qui sont exposés. Et puis le fait que les credentials soient dynamiques, il y a un moment donné, même si ce credential, on va vous le piquer, mais en fait, s'il dure qu'une demi-heure, par exemple, bah, en fait, au bout d'une demi-heure, on n'en fait plus rien, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Pareil, par exemple, si je suis là aussi développeur ou opérateur, si je veux me connecter à une VM, donc ici, par exemple, une VM qui appartient à un cluster Kubernetes, bah, c'est la même chose, on va pouvoir, en fait, plutôt que d'avoir des credentials SSH qui vont perdurer dans le temps, et c'est des choses qu'on peut éventuellement, là aussi, dérober, je vais pouvoir aussi générer des credentials SSH avec une durée de vie limitée. Et donc là aussi, si à un moment donné, voilà, on arrive par malheur à mettre la main sur un de ces credentials SSH, évidemment, on ira peut-être pas loin avec, parce que de toute façon, ça va avoir une durée de vie limitée. Voilà. Ça, c'est pour la partie Boundary avec Vault, par exemple. Et puis, Consul, ici, on le retrouve là. Alors, à différents niveaux. Donc ici, on a juste une passerelle, ça c'est pour juste, comment dire, gérer les accès entre, par exemple, des services qui sont déployés sur Kubernetes ici et une base de données qui est donc hébergée toujours sur Azure, mais à l'extérieur donc du cluster Kubernetes. Et puis après, je vais avoir tout un tas justement de règles de communication justement entre mes différents services et API. Donc là, par exemple, on voit ici que mon application, hein, complètement à gauche, déployée sur le premier nœud, ben, elle peut communiquer avec cette API-là. Cette API-là peut communiquer avec cette API-là. Cette application peut communiquer avec cette API-là. Mais par exemple, cette API-là ne peut pas communiquer avec cette API-là. Parce que tout simplement, au niveau de Consul, on n'a pas défini de permission pour pouvoir autoriser ça. Donc ça, c'est intéressant, encore une fois, ce qui permet en fait de faire ce service mesh, donc ce maillage entre les services, qui permet comme ça finalement de sécuriser
très fortement les communications entre différents services. Et c'est sécurisé aussi parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, rappelez-vous, l'encryption est très importante. Ici, il faut savoir qu'entre, par exemple, mon application là et mon API ici, on a une encryption SSL de bout en bout. Donc là, c'est-à-dire qu'on n'a pas un trafic en clair ici. Donc si par exemple, il y avait, imaginons, un agent malveillant ici déployé quelque part pour essayer d'écouter le trafic entre deux composants de mon application, bah, ça ne marchera pas parce que du coup, le trafic est crypté. Voilà. Donc ça, grâce à Consul et les agents qu'on déploie sur chaque nœud du cluster, on peut mettre en place ce genre de mécanisme. Donc là, vous voyez qu'ici, avec ces trois solutions que sont Boundary, Vault et Consul, on peut déjà, en termes de cyber, agir à différents endroits finalement de l'architecture, du réseau, pour tout authentifier, vérifier tous les accès, encrypter toutes les communications, etc., etc. Juste avec ces trois solutions-là, on peut déjà faire tout ça. Alors évidemment, comme je l'ai dit, ça ne couvre pas tout la gestion du risque en termes de cyber. Il faudra effectivement rajouter à ça des solutions complémentaires. Donc évidemment, là, on vient de le dire, il y a aussi la partie SSO MFA, mais il y a tout ce qui est voilà, les firewalls, donc voilà, il faut du Palo Alto, des trucs, des machins. Tout ça, bien évidemment, ça fait partie du spectre des outils nécessaires pour pouvoir sécuriser l'ensemble de l'architecture. Mais en tout cas, pour la compliance avec NIS2, il y a vraiment besoin de se doter d'outils aujourd'hui pour couvrir certains points qui, sans ces outils-là, ne seront pas couverts, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est quoi les bénéfices de tout ça? C'est que, d'une part, on va pouvoir justement minimiser la surface d'attaque. Hein. Le Zero Trust, justement, c'est de pouvoir réduire au maximum les attaques potentielles. Hein. Donc, encore une fois, on va dire que malheureusement, rien n'est infaillible. Mais plus vous allez réduire cette surface, et moins vous allez effectivement avoir de problèmes plus tard. On l'a dit aussi, c'est la sécurité des données. Donc là, on l'a vu sur les données qui transitent. Donc il faut mettre de l'encryption de bout en bout. Il ne faut pas oublier aussi l'encryption de tout ce qui est au repos. Là, d'ailleurs, Vault aussi peut aider en ce sens-là. Par exemple, sur les bases de données, vous pouvez faire de l'encryption transparente en utilisant Vault. Donc on n'en a pas parlé ici, mais je cite pour l'exemple. Et puis évidemment, tout ça, il faut le surveiller étroitement. Donc il faut mettre en place tous les mécanismes, tous les outils là aussi qui vont permettre d'avoir la visibilité, le contrôle sur ce qui se passe. Voilà. Donc ça, l'intérêt justement, notamment la solution HashiCorp, c'est que vous avez des systèmes d'audit qui tournent avec chacune de ces solutions-là. Donc ces systèmes d'audit, évidemment, vous pouvez aller déverser l'information dans un outil qui va justement analyser ce qui se passe dans ces données-là, dans ces données d'audit, et là encore dire ah, tiens, là c'est normal ou là c'est pas normal. Donc si c'est pas normal, il faut analyser un peu plus et puis éventuellement prendre des mesures si il s'agit de quelque chose lié à une cyberattaque. Voilà, donc pour conclure, je vous invite à regarder les solutions que sont Vault, Boundary et Consul chez HashiCorp. Ici, vous avez les trois liens, mais je crois que Louis va vous remettre les liens dans le chat, c'est peut-être déjà fait. Donc Vault, très important pour centraliser vraiment tout ce qui est secret, tout ce qui est certificat, clé d'API, etc. C'est vraiment la place forte pour sécuriser tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que Vault communique justement avec les autres éléments de la suite. Donc le Boundary, on l'a vu tout à l'heure, pour vraiment contrôler les identités, c'est essentiel. Et donc ça peut effectivement communiquer avec Vault pour fournir des credentials dynamiques. Et la partie Consul, qui est plutôt ici, effectivement, on va dire, dédiée à la partie applicative, qui permet aussi là de bien, finalement, fixer les règles de communication entre différents services. Donc là aussi, c'est super important. Voilà. Pour ceux qui veulent continuer sur la directive NIS2, sachez que maintenant, il y a un espace proposé par le gouvernement. Donc ici, il est encore en version bêta, comme c'est indiqué ici. Le lien, vous l'avez là-haut, mais là aussi, on va vous le remettre dans le chat. Donc mon espace nis2.cyber.gouv.fr. Il y a plusieurs choses là-dessus. Là, vous avez la version slide. Je peux vous montrer la version, comment dire, un peu plus, voilà, comme ceci. Donc,
Ici, ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, première question, il y a NIS 2, c'est super, est-ce que je suis concerné? Et à quelle catégorie j'appartiens? Je suis essentiel, je suis important. Ici, il y a un test, vous pouvez démarrer là, donc ça vous permettra de savoir effectivement dans quelle mesure vous êtes concerné. Voilà, ici après, il y a quelques ressources évidemment qui sont importantes pour s'informer. Donc là, on rappelle justement quelles sont les obligations majeures, on vient d'en parler, hein, la gestion des risques, la déclaration d'incidents, etc. Et vous voyez, ces sanctions financières, on vous rappelle ici jusqu'à 2% du CA mondial, donc ça peut être très très lourd comme amende. Toutes ces informations-là, vous la retrouvez sur ce lien-là. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui va arriver. Si évidemment vous êtes concerné par NIS 2, vous aurez à vous déclarer auprès de l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et donc ça va venir arriver très prochainement. Donc voilà, si vous êtes concerné, il ne faudra pas oublier évidemment de se déclarer. Sinon, ça ira pas. Et puis là, vous avez un rappel sur les étapes de la transposition. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Effectivement, 2021, c'est un peu le début de l'histoire. Et puis, vous voyez, en 2025, il y a différentes dates importantes. Donc, voilà, la transposition là, qui arrive. Et puis, en 2025, il y aura effectivement des choses aussi, notamment le fait de pouvoir, comme on l'a dit, fournir pour chaque État membre une liste des entités importantes, des entités essentielles. Voilà. Je crois qu'on a terminé, ouais, je suis à peu près dans les temps. Je vous remercie tous pour votre attention.